Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau battle avec un collectionneur et je vous fais saliver les amis, peut-être le plus intéressant que nous ayons eu ces derniers mois. Trois montres atypiques, très différentes, mais un point commun. Pierre, un amoureux des belles montres, un amoureux de la techno, des matériaux, il va nous raconter tout ça avec trois superbes montres, dont des marques peu connues. C'est parti pour un nouveau battle avec un collectionneur. Salut Pierre, ça va? Bonjour Xavier, absolument, écoute, je suis ravi de participer à cette émission. Eh ben écoute, moi je suis ravi de t'accueillir. Vous avez vu les amis, on a le Star Spangled Banner. Euh, Pierre nous accueille des États-Unis, c'est ça? Exactement, bienvenue aux US. Eh ben écoute, c'est génial. Je sais pas quel temps tu as, mais ici en région parisienne, il fait un temps absolument magnifique, pas loin des 30 degrés. Il était temps et les terrasses sont ouvertes. Parfait, ah oui, ça va vous faire rêver enfin. Nous aussi. Eh oui, que veux-tu, hein? Mais bon, on n'est pas en train de parler de petites terrasses entre amis, mais plutôt de tes trois montres. Honnêtement, quand tu m'as écrit, Pierre, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ces trois montres? Donc là, j'ai un petit screenshot avec trois montres que je qualifierais presque, mis à part la Panerai, d'improbables. Tu as envie de démarrer avec laquelle? Alors, on va démarrer avec la Chrono Suisse. Donc la Chrono Suisse, une marque peu connue, voire même méconnue. Chrono Suisse, qu'est-ce que tu peux nous raconter dessus? Ouais, exactement. Alors, Chrono Suisse, en fait, c'est une marque que moi je trouve particulièrement intéressante parce qu'ils sont restés indépendants. Oui, C'est une marque donc, qui a été créée par Gerd Rüdiger qui est un Allemand, si je ne dis pas de bêtises. oui. Et maintenant, ils se sont déplacés à Lucerne en Suisse. Mais c'est vrai que c'est pas une marque qui était suisse d'origine, en Au tout cas départ, au dans sa départ. création. Ouais, début, milieu des années 80 de mémoire. Ouais, tout à fait. Et en fait, les fonds transparents qu'on voit sur beaucoup de montres mécaniques aujourd'hui Oui, ont été, enfin, en tout cas, Chronosuisse a été précurseur sur les fonds transparents. Et si on en retrouve aujourd'hui sur toutes les marques mainstream, c'est principalement grâce à Chronosuisse. d'accord. Tu nous as régalé avec des magnifiques photos où on voit le fond de boîte ouvert. Mais si tu le veux bien, démarrons par une présentation rapide. Donc, ce dont tu nous parles là, c'est une Chrono Suisse Sirius Artist, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est la Chronosuisse Cerise Artist en or massif 18 carats. Ouais, Donc, c'est une édition qui est sortie, alors en 2013, ils ont sorti donc la première collection Serious Artist, et en 2014, ils ont fait une nouvelle update à cette collection avec des cadrans Biton, ouais, dont le mien notamment, qui est sorti donc en fait en 2014. ouais. Alors, cette collection, en fait, elle est venue de quelque chose d'assez particulier. C'est que Chrono Suisse a décidé au début des années 2010 de recruter une personne qui s'appelle Mike Panzera. Ouais. Mike Panzera, c'est un artiste de Fabergé qui était émailleur et guillocheur chez Fabergé. Ils l'ont recruté chez Chrono Suisse, ils en ont fait leur directeur artistique et il s'est fait un peu plaisir avec cette collection, la Sirius Artist. Remets-nous en perspective, Pierre. Je ne suis pas un spécialiste loin de là de Fabergé, mais bien connu pour ses œufs. C'est ça, hein? Tout à fait. Donc en fait, fin du 19e siècle, on a Fabergé qui s'impose véritablement sur le monde de, je dirais, de l'Est Europe, Russie, avec des pièces de joaillerie très travaillées, Ouais. donc qui sont notamment très prisées à la cour des tsars de Russie. On est encore avant la révolution léniniste, hein, donc on est encore dans une période relativement faste en Russie où on a justement je dirais un peu toute cette explosion d'art Ouais. euh, qui, sont- qui sont véritablement un atout d'apparat pour les personnes à la cour de Russie. Ouais. Et la popularité gagne après peu à peu le centre de l'Europe. Et aujourd'hui, donc les œufs de Fabergé sont encore très connus, je pense, dans la culture populaire. Et c'est un art, en fait, que je trouve particulièrement intéressant, le guillochage et l'énamelage. Donc, on appelle ça, en fait, de l'émail flanqué quand on vient faire un émaillage par-dessus une pièce qui a déjà été travaillée avec du guillochage. Ouais. Et ça donne véritablement cet aspect que moi, je trouve fabuleux dans le cadran de la chrono suisse, qui est à la fois profond
et en même temps presque transparent, comme si en fait ça faisait ressortir le guillochage sur le devant du Ouais, cadran. ouais. Donc là, on a le centre du cadran qui a un guillochage dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis la partie bleue, là, on est sur le travail de l'émail. Alors les deux sont en émail en Les fait. deux sont en émail. D'accord. Et Ok. ce qui est fascinant, c'est que la couleur blanche qu'on voit au centre du cadran Ouais. avait complètement disparu du monde de l'horlogerie depuis la fin des années 90. Donc en fait, Ok. il l'a fait revivre à peu près 14 ans après sa disparition, 14-15 ans après la disparition de l'émail blanc, à nouveau cet émaillage blanc transparent qui avait complètement disparu de Ok. l'horlogerie. Et je trouve Je ça comprends. fabuleux. Je comprends. Je comprends. C'est vrai que tu nous as envoyé des photos avec une lumière qui claque. C'est absolument magnifique. Et je pense que sur celle qu'on a à l'écran, on voit plus la transparence sur cet émail bleu, où on voit bien au travers Ouais. le guillochage qu'il y a en dessous. Tout à fait. Et avec la lumière, c'est une pièce qui joue beaucoup avec la lumière. Ouais. Et on a tout à fait différents résultats selon comment la lumière vient s'interposer entre le cadran et notre œil. Ouais. Et c'est relativement agréable à regarder dans une pièce sombre où on perd presque le guillochage, on devine tout juste les formes. Et dès qu'on a le soleil qui l'irrigue complètement de sa lumière, là, c'est magnifique, c'est rayonnant, c'est Je un comprends, peu... je comprends, euh, je comprends. Donc là vraiment, le cadran, hein, c'est la partie la plus visible, ouais, ce qui souvent fait reconnaître euh, tout de suite, hein, en un clin d'œil, un modèle ou une référence. Mais au-delà de cet aspect de design, quelles sont les raisons pour lesquelles tu es allé sur une montre comme ça qui est en soi avec ses aiguilles, hein, très très classique, proche d'une horloge, hein, d'un pendule, avec des chiffres romains, etc. Donc c'est quelque chose de très très classique. C'est ça aussi qui t'a attiré? alors, tout à fait. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement le classicisme à la fois des aiguilles et la couleur des aiguilles, hein, d'ailleurs, ce ne sont pas des aiguilles en or rose, ce sont des aiguilles en rhodium, pour un peu s'effacer justement face à ce cadran qui, je trouve déjà presque, euh, qui s'exprime beaucoup par lui tout seul. Ouais, D'autant plus qu'entre les deux couleurs d'émaillage, on le voit peut-être à l'écran, mais en fait, entre les deux couleurs d'émaillage, il y a un guillochage supplémentaire qui est fait après l'émaillage que Mike Panzera appelle le Breguet threading, donc le filage Breguet, ouais, qui est relativement complexe à effectuer parce qu'on a déjà un cadran sur lequel on a peut-être eu 50-60% de rebut. Donc on a finalement un cadran qui est en bon état. Et là, on va se reprendre le risque d'aller refaire du guillochage super fin entre deux zones qui ont déjà été émaillées. Je trouve ça fabuleux. C'est vraiment ce qui ouais, m'intéressait, c'était d'avoir une sorte ouais. d'œuvre d'art un petit peu sur le poignet. Ouais, je comprends. Je comprends. Donc il y a une dimension, comment dire, on a tous en tête, enfin, peut-être certains d'entre nous, la totalité, peu importe, le, euh, le grand pape historique du guillochage, c'est la maison Breguet. Tout à fait, ouais. Euh, Là, on a un- comment dire, une approche très artisanale des choses, puisque est-ce que tu t'es renseigné? J'imagine que avec ce que tu nous précises et donc les rebuts, c'est qu'ils font ce guillochage avec un tour à guillocher. Exactement. Ouais, Un tour à guillocher, alors c'est des machines en plus qui ne sont plus en production aujourd'hui, hein. Donc Chrono Suisse s'en est procuré une qui date de 1918, si je dis pas de bêtises. Donc encore relativement récente pour le type d'objet que c'est. ouais, Et en fait, ils font ça donc à l'intérieur de Chrono Suisse. Alors qu'il y a beaucoup de marques qui justement sont obligées d'aller chez des fournisseurs, des sous-traitants qui ont ce genre de machines. Je pense notamment à des marques très célèbres, hein. Il y a des ateliers pour les cadrans, par exemple, de Kari-Voutilainen. Il y a des ateliers très spécifiques parce que ce sont pas des objets qu'on trouve facilement ouais, aujourd'hui. ouais. Mais quand tu parles de machine, rassure-moi sur un point. Là, on parle de machine-outil, mais c'est la main qui façonne. On n'est pas sur du matériel qui est piloté informatiquement. Eh Exactement, ouais, exactement. Mais on a besoin d'une machine. Et en fait, alors c'est assez fascinant d'ailleurs la façon dont ça fonctionne. Et en fait, c'est un processus, c'est marrant parce qu'il y a il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à s'y intéresser. Il y a un jeune Français aussi qui fait des choses absolument fantastiques en guillochage très jeune. Et c'est un art qui se passe de génération en génération.
Et en fait, en gros, on déplace le cadran d'une certaine façon et avec son autre main, on gère véritablement la lame Hum, qui vient faire en ouais. fait le. Tu En penses fait, à Sartori Billard? non, je pense pas à Sartori Billard. Je pense à un jeune garçon qui a toujours pas sorti de modèle de montre, mais qui avait fait une présentation assez détaillée sur comment on fait de l'émaillage et qui travaille avec différentes marques. Mais j'ai complètement oublié son nom et éventuellement je te l'enverrai après pour que tu le rajoutes dans les commentaires. Ouais, ouais, ou sinon, Mais ouais, ok. en fait, on gère la profondeur de la lame avec une main et on gère le mouvement du cadran avec une autre main. Ouais. Et donc c'est entièrement fait à la main, Hum. mais on se sert d'une machine justement pour venir faire ce D'accord, guillochage. d'accord. Je suis allé chercher quelques infos d'un point de vue un petit peu plus mécanique. Donc, il semblerait qu'il y ait un calibre que je qualifierais, mais je n'en ai pas la certitude, de manufacture dans cette chrono suisse. Alors, en l'occurrence, c'est pas un calibre manufacture, pardon. Par contre, il a été très largement modifié. Donc, en fait, c'est un Unitas 6425 qui a été squelettonisé, Ouais, ou squelettisé en français. Donc, un 6425, ça ressemble beaucoup à un PZE ETA 7001, si tu connais. ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, en fait, ce qui m'intéressait, moi, dans cette montre, c'était à la fois l'aspect artistique, mais d'un autre côté, utiliser un calibre dont on sait qu'il fonctionne très bien. Le Chrono Suisse est aussi célèbre pour utiliser beaucoup de calibres Marvin. Tu sais, je pense que tu dois connaître dans les calibres Marvin des années 60-70. Ouais, Et je trouve que c'est une sorte de testament, d'héritage à ce qu'était l'horlogerie il y a quelques siècles, où en fait, l'objectif, c'était pas chacun sort son calibre manufacture avec trois aiguilles, une date, 42 heures de réserve de marche qui change rien, qui ne fait pas avancer les choses de toute façon. On a des calibres qui existent déjà, qui sont relativement performants, et on construit autour, et c'est une forme je trouve, de collaboration et d'entraide entre les différents métiers, parce que faire un cadran, c'est un métier, faire un mouvement, c'est un métier, faire une boîte, c'est un métier, et ça englobe un peu toute l'horlogerie. Je trouve ça bien sûr. assez sympa, en fait. Je suis ravi que tu parles de ça avec tes mots parce que aujourd'hui, d'un autre côté, il faut le comprendre. Je pense que ça fait une vingtaine d'années, peut-être 30 ans même, que les marques horlogères suisses qui ont survécu aux 20 années très très difficiles de l'avènement et de la prise de pouvoir de la précision électronique, les marques qui ont survécu se sont un petit peu endormies à nous vendre des calibres Swissmade qui étaient en fait des calibres qui venaient de fabricants d'ébauche, comme si c'était un gros mot. Alors qu'en fait, ce que tu décris, c'est l'histoire horlogère elle-même qui est faite de collaboration. Mais comme ils se sont, je pense, un petit peu endormis sur le sujet, il y a à juste titre aujourd'hui un retour de bâton avec le besoin, l'envie, voire la nécessité sur le marché d'avoir quand même à l'intérieur un calibre où il y a de l'innovation, il y a de la R&D et il y a un investissement de la marque. Et c'est drôle parce Tout que à fait. quand on regarde le fond de boîte ouvert là, alors certes, on est historiquement pas sur une marque suisse, hein, mais on est à l'opposé vraiment de définitions dites Côte de Genève, par exemple. Là, on a un travail en fait sur les ponts, etc., qui sont remarquablement adaptés au guillochage du cadran. Alors, il est fait à la main, ce guillochage aussi sur les ponts et sur les roues des cliquets de remontage. Ouais, ouais, Donc, c'est fait à la main. Et je trouve ça assez intéressant. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont amusés sur les différents modèles de Serious Artist à faire des choses différentes. ouais, ouais, Donc, par exemple, la collection qui est sortie en 2013, elle était toute plaquée or jaune ouais. avec un guillochage qui était plus façon soleil rayonnant, Mm. alors que là, on retrouve les vagues qu'on a plus sur l'extérieur du cadran. Ouais, tout à fait, Et c'est assez marrant, ils se tout à sont, ils se sont fait, amusés, je tout pense, à avec fait, ça. tout à fait. On a vraiment quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Alors, tu le sais, vous le savez, les amis, hein, l'idée dans ce battle avec un collectionneur, c'est quand même à un moment que vous alliez voter dans l'onglet communauté. Je vous mettrai le lien pour votre montre préférée parmi les trois dont nous parle Pierre. Pierre, tu as donc trois montres à nous présenter. On vient de passer
un peu de temps. On pourrait en passer beaucoup plus, hein. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le chrono suisse, mais on reviendra après dessus en ayant un Ouais, très regard bien. plutôt sur ta logique de collection. Parce que les deux autres modèles que tu vas nous présenter ont absolument rien à voir. Et Ouais. tu veux passer à quel modèle? Alors, on va passer sur la ligne des Werdelin. La Que ligne je- 2 Werdelin. Alors honnêtement, quand tu m'as Voilà. écrit là-dessus, je me suis dit, mais de quoi me parle-t-il? Alors là, on a encore des photos absolument magnifiques et on est, on va dire, dans une échelle de gauche à droite. On était à l'extrême gauche, nous sommes passés à l'extrême droite, c'est-à-dire vraiment, ça n'a plus rien à voir. Mais explique-nous cette montre, son histoire, pourquoi tu l'as achetée? Alors, cette montre, c'est un peu particulier. Je reviendrai peut-être sur la fin de la vidéo dans le processus décisionnel, en fait, et la démarche qui m'a conduit à la recherche également de montres qui m'ont conduite sur cette ligne des Verdelin. Mais donc, la ligne des Verdelin, je recherchais quelque chose de relativement technique. Ouais, Alors, il faut savoir que Lindeverdelin, ils ont travaillé sur leur premier modèle en ouais, collaboration avec différents explorateurs. Et notamment, ils avaient sorti un modèle de montre qu'ils ont essayé de promouvoir pour faire une ascension de l'Everest. ouais, Et suite à cette ascension de l'Everest, ils ont recueilli les feedbacks en fait pardon pour l'anglicisme d'ailleurs, mais ils ont en fait discuté avec la personne, l'explorateur qui avait fait l'ascension, pour essayer de comprendre comment ils pouvaient s'améliorer pour faire une montre performante. Donc Morten Linde et Monsieur Werdelin, Jean Werdelin, je vais oublier le nom, sont tous les deux passionnés de ski et de plongée mm, et ils se sont dit on veut des outils de précision, mais en même temps qui nous gênent pas en fait dans nos activités. Donc ils ont commencé donc avec la Speedolite, qui était vraiment un modèle orienté plus ski, alpinisme, à essayer d'en faire quelque chose d'ultra léger. Et moi, j'étais très attiré par ça. J'étais attiré notamment par leur usage de matériaux type titanium. Ensuite, ils ont sorti la Speedolite Tech Green 2, que je trouvais absolument magnifique, en carbone forgé. ouais, Donc super légère, et c'est ce qui m'a attiré vers la marque. ouais. Et en fait, ensuite, j'ai découvert l'Octopus et cet Octopus Carbon Green qui est, Double alors, à date. la fois, ils appellent double date, en fait, c'est une complication de grande date Ouais, qui est faite par Dubois des Pras. ouais, Je reviendrai sur le mouvement juste après, mais juste pour finir, en fait, sur ce qui m'a attiré sur cette montre, c'est à la fois le fait qu'ils aient utilisé une nouvelle technologie pour faire du carbone, qui sont en fait ce qu'ils appellent le 3DTP, 3D Thin Ply Carbone, ouais, où en fait ils ont des feuilles de carbone, ouais. de fibres de carbone, hein, en fait, qui vont compresser extrêmement fort les unes contre les autres. Et ensuite, ils vont venir les découper avec une machine CNC, avec une fraiseuse, pour donner cette forme un peu caractéristique au cadran. Et du coup, on voit des lignes en fait sur tout le contour de la boîte de différentes couleurs, certaines qui sont assez noires et d'autres qui sont légèrement plus claires, Ouais. qui donnent une construction au cadran vraiment intéressante et une légèreté incroyable. Cette montre, elle est d'un confort au porté légendaire. Je n'arrive pas à l'enlever le soir. Et c'est vrai que le matin, je vais souvent la chercher plus que les autres. Ouais. Là, Voilà. on sent, dis-moi si je me trompe, ton intérêt. On a vu ton intérêt pour le travail de l'artisan, le travail de la main. Et là, on est plus vraiment sur de la R&D. Enfin, je veux dire pas de la recherche fondamentale sur les matériaux, mais en tout cas, clairement, de l'innovation très très pointue. Même si là on parle de carbone, après il y a d'autres matériaux, notamment des minerais non ferreux qui existent pour être sur des montres. Mais là, c'est plutôt la R&D qui t'a passionné. Ouais, tout à fait. En fait, sur la chrono suisse, on est vraiment à l'art au service de la montre. Et ici, on est plutôt sur la montre au service d'un objectif, qui est le sport en l'occurrence. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? On va mettre du carbone qui est très léger. On va mettre une lunette en céramique qui sera résistante au choc et surtout aux rayures. On a donc tout ce qui est qui apparaît rose en or jaune, en rose, pardon, sur le cadran et sur le fond de boîte sont en fait en titane traité avec un traitement TIN, Ouais. donc ce qui le rend à la fois résistant, mais aussi lui donne cette teinte.
Et ouais, on est vraiment au service de la performance. Et ça se traduit d'autant plus qu'aujourd'hui, n'importe qui fait un peu de plongée de façon assez sérieuse va probablement utiliser un ordinateur de Bien sûr. plongée. Alors, on peut très bien plonger avec une plongeuse, hein, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que on se destine quand même davantage à utiliser des objets, même chose pour les alpinistes, et de se dire, bon, en fait, c'est une montre qui va nous accompagner dans ces activités, mais pas nécessairement être le cœur de l'activité. Donc, ils ont prévu ces formes très étranges sur le côté de la boîte qui permettent en fait de clipser un appareil qu'ils vendaient au début, au lancement de la marque, pour avoir justement ton ordinateur de plongée ou alors ton ordinateur pour d'alpinisme, je ne sais pas comment ça s'appelle, Là, tu parles, excuse-moi, qui est assez pour être intéressant. sûr de comprendre, tu parles de la petite excroissance, on va appeler les oreilles, hein, à 9 heures, Tout à fait. qui vient géométriquement répondre au protège-couronne. En fait, les deux côtés, donc à la fois à 9 heures et à 3 heures, les deux côtés ont des crans pour venir placer les objets qu'ils avaient anticipés donc pour Ah, justement aider dans ces activités. ah, c'est intéressant. Voilà. Et C'est vraiment intéressant. Toi, dans l'éventualité où tu fasses un peu de sport, de la natation, du vélo, ce genre de choses, d'une activité physique, tu la portes? oui, je la porte. Oui, je la porte pour nager, je la porte pour faire du vélo, je la porte pour faire du trail. Je fais beaucoup de sport. J'avais toujours une petite Timex Ironman pour me chronométrer. Et le jour où elle est morte, bah, j'ai pris ma ligne de Verdelin et j'ai jamais racheté de montre à quartz Ouais, depuis. ouais, je comprends. Euh, Je Ça me comprends. dérange pas du tout en fait. Ouais, ouais. Elle m'a jamais déçu. Ouais. Elle donne le sentiment d'être une très grosse montre, alors qu'en fait, elle est annoncée en 44 mm, ce qui est une grande taille, mais qui est quand même plus petit qu'un certain nombre de modèles qui sont en 47, en 48, voire même en 50 mm. Dont on va parler après d'ailleurs. Ouais, oui, ah oui, on a un modèle Mais un peu plus imposant. Mais Euh, ce qui est intéressant, juste pour finir sur la taille de la ligne de Verdelin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le cadran est relativement faible en diamètre, puisque la lunette céramique a un extérieur de 40 mm comme les précédentes références de Submariner, par exemple. ouais, ok. Donc en fait, en n'ayant pas de corne, elle se porte beaucoup plus petite qu'une Speedmaster. Donc Ouais, ma Speedmaster ouais, paraît beaucoup plus grosse à côté. oui, oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça rejoint quelque chose qui est commun en fait à tous les modèles, hein, c'est que plus la lunette est fine et donc mécaniquement, en conséquence, le cadran est grand et très ouvert, plus la montre est grande. Et là, on est en 44 en fait avec une lunette très imposante qui fait Ouais, que le cadran est ouais, ouais. petit, donc probablement qu'elle porte plus petit qu'elle n'est. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Elle porte très petit. Et en fait, c'est super confortable. Moi, j'ai un poignet relativement fin et c'est vrai elle passe très bien. Mm. La seule chose, c'est qu'elle est relativement épaisse. Elle fait presque 15 mm d'épaisseur. Ouais, Donc, on est juste en dessous d'une Blancpain 50 Fathoms, ouais, ça se glisse quand même sous la majorité ouais, des chemises si elles ne ouais. sont pas trop ajustées. Bah, on verra ce que tu vas nous raconter après, mais 15 mm, c'est pas non plus monstrueux, hein, il y a plus Tout à épais. fait. Et puis là, tu es en carbone et en céramique. Ouais, Donc le carbone, de mémoire, c'est très très résistant, mais par contre, ça se casse. Par contre, mais ça résiste beaucoup au choc. Et la céramique, pour le coup, pareil, résiste énormément. Donc, on va dire que quand bien même elle serait un petit chouïa épaisse, si tu tapes, c'est pas très grave, quoi. alors, en fait, la lunette céramique vient protéger le carbone Ouais. parce que le carbone, Mm. alors pour le coup, je crois que ça ne casse pas facilement, mais par contre, c'est sujet aux rayures, contrairement à la Ah, céramique. ok. Donc, en fait, Ce que, tous les coups sont pris par la lunette et ouais, pour le coup, j'en ai pris beaucoup hein, en faisant forcément du sport, en la ouais, portant tous les jours. ouais. Et du coup, elle a très très peu de marques. Et par contre, le boîtier en carbone, lui, est sujet aux rayures, mais comme il est protégé par la lunette, il Je n'y a pas de comprends. souci. Je comprends. En fait, j'ai été troublé en disant ça. Si les uns et les autres, les amis abonnés, si vous l'êtes pas, bien évidemment, c'est le moment de le faire. Mais quand on voit des accidents, malheureusement, en sport automobile, Ouais, on voit ces petits débris de carbone. Ouais, c'est pas de la tôle qui est pliée, c'est tout de suite ça se désagrège. Tu vois, c'est pour ça que je disais tout à ça. fait.
mais effectivement, c'était pas quelque chose de documenté. Il y a un superbe fond de boîte avec une pieuvre, hein. Ouais, je Euh, le trouve mais vraiment super. Mais c'était la ouais, bonne surprise. Je savais même pas à quoi ça ressemblait avant de recevoir la montre. ouais, Et ouais, je le trouve super bien fait. bien sûr, C'est très sympa, très playful, comme on bien sûr, dirait. ouais. Euh, je- et vraiment, vraiment agréablement surpris par l'arrière de la boîte où en fait ils n'ont pas choisi de mettre un fond en saphir transparent pour voir le mouvement. Et c'est quelque chose qui va bien avec l'esprit de la montre, un peu rigolo, Ouais, ouais, rafraîchissant, voilà, ouais, avec l'édition limitée juste en dessous. ouais, ouais. Donc Voilà. 88 exemplaires, c'était important pour toi d'avoir une série limitée? Pas spécialement, je dirais que c'est un plus. Donc là, c'est le numéro, je crois qu'il est sur la photo que j'ai dû t'envoyer, il est effacé, mais c'est le numéro 34 sur Ouais. la montre. Mm. 34 sur 88. Pas spécialement. Après, je trouve que c'est intéressant. Je suis sûr que ce sont des montres dont, si quelqu'un la recherche vraiment ce modèle-là, il pourra la trouver parce que c'est pas forcément des montres qui se vendent très bien. Elles sont quand même très particulières. Donc, le savoir que c'est une édition limitée, c'est un plus. Mais quand finalement on est capable d'en avoir, si on le souhaite, Bah oui, bien sûr, ça bien change sûr. pas Mm. grand-chose. Ouais, ouais, Mais, ouais, c'est plus de se dire, bah voilà, ouais, après ils vont passer à autre chose, ils ouais, vont faire d'autres modèles. ouais, C'est plutôt dans cet esprit-là que je trouve ça sympa, plutôt que de ressortir ouais, chaque année les mêmes ouais, modèles. Je trouve ça ouais, intéressant. ouais, ouais. Dans la démarche de l'entreprise plutôt Mm. que vis-à-vis de la Mm. montre en elle-même. Ouais. Alors, Linde, de mémoire, est d'origine danoise et Verdelin est allemand, hein, c'est ça? Alors les deux sont danois, si je dis Les pas de deux sont bêtises. danois? Par contre, D'accord. ils Ok. habitent en Angleterre, ou en tout cas maintenant, donc il y en a plus que l'un des deux, hein. Il y en a un des deux qui est parti de l'entreprise, qui a réouvert son cabinet de design, mais l'autre, donc, et le siège social de la boîte est à Londres. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de cette complication, enfin cette complication. Donc Ah c'est oui, l'octopus double date. Et je t'avoue que sur les ouais, photos, je me suis dit, mais de quelle double date parle-t-il? Et là, tu nous as envoyé une photo où on voit très très bien ce double guichet grande date, puisque la date est au 11. ouais, C'est très très original cette approche squelettée comme ça, grande date. Ça, ouais, c'est le type de complication qui te plaît, ça? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? tout à fait. Alors, j'ai horreur des fenêtres de date. Ça, D'accord? c'est bon à savoir. Et du coup, avoir une date en plus sur ma montre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, avoir une date présentée de façon originale avec une plus-value, je dirais, pour l'esthétique de la montre et d'un point de vue mécanique, je trouve ça intéressant. L'intérêt de cette date, donc, d'une part, il y a le mouvement qui est fait par du bois des Pras. Du bois des Pras, ils font beaucoup de complications par module, à la fois des chronographes, des phases de lune, des doubles dates. D'ailleurs, il y a un article que je vous conseille à tous d'aller regarder de Peter Spiekemann, qui fait une déconstruction du module double date, enfin, en l'occurrence grande date et phase de lune du bois des Pras sur son site internet, qui est fantastique. Ah bah, merci, Euh, merci mais pour le tuyau. voilà. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il y a une recherche par la marque, donc par Lindauer de l'Inde, de qui va pouvoir m'aider à réaliser ma vision que j'ai du design. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, ils ont fait sur le modèle Octopus une phase de lune propriétaire sans date, ce qui est magnifique quand même. Une phase de lune sans date, c'est un peu ce que je recherchais au début. Ils ont travaillé avec, c'est pas Concepto, si je dis pas de bêtises, c'est avec Chronode. Bref, ils ont travaillé avec eux pour ce module de phase de lune. Pour le module double date, ils se sont dit, bah non, Dubois des Pras font quelque chose de super bien, on va aller voir ce qu'ils arrivent à faire pour justement continuer dans cette squelettonisation du cadran, puisque c'est un cadran qui est relativement ouvert et avec différentes formes de finition. On a à la fois un espèce de soleillage sur le côté bas du cadran qui resplendit avec le soleil, mais sur la partie haute, on est plus sur une ouverture pour voir un peu des entrailles, qui est quelque chose d'assez organique. Et je trouve ce travail relativement intéressant et qu'ils aient réussi à le mettre en avant avec du bois des Pras, c'est super. Et après, en plus, c'est quelque chose que du bois des Pras après peut réutiliser avec Oui, ouais, d'autres marques. Par exemple, ouais. Franck Dubarry, il me semble, a sorti un modèle double, grande date qui est assez similaire en termes de design sur la partie haute du cadre. Mm. Une nouvelle démonstration qu'on peut être innovant en technologie, en design, en message, tout en allant Ouais, voir des artisans ou des sociétés de renom. Tu parlais de Concepto qui travaille avec beaucoup de manufactures et parfois d'ailleurs pour mettre en musique les designs et la vision d'un designer. Et c'est là où
vient la question de qu'est-ce qu'un calibre manufacture entre quelque chose qui est pensé, qui est dessiné, qui est designé, et puis après c'est un industriel et concepto. Industriel, c'est pas une toute petite structure, mais ils sont quand même importants parmi les entreprises en Suisse qui peuvent justement travailler sur ce genre de sujet. Sur toutes ces photos, Tout à fait. Pierre, on voit qu'il y a trois bracelets différents, noir, Ouais. vert, rouge. J'ai le sentiment qu'il y en a deux, le noir et le vert, on va dire en silicone, je ne sais pas si c'est le bon terme, et un troisième rouge plutôt tissé. Alors, en fait, le vert et le noir venaient avec la montre quand je l'ai Oui, acheté. Ce sont des bracelets ligne de verre-de-lin. Le rouge, je l'ai fait faire sur mesure. d'accord. Alors, en fait, il y a un système d'attache qui est un peu particulier sur ligne de verre-de-lin, mais que je trouve super. C'est avec des petites vis. Donc, ce qui fait qu'on peut, avec une clé juste enlever ces vis, changer le bracelet. Sauf que c'est un système super, mais j'ai eu une très mauvaise expérience avec la boucle déployante ligne de verre-de-lin. Oui, Du coup, je voulais un bracelet velcro. Je voulais un bracelet velcro pour pouvoir l'enlever et la remettre quand je vais me baigner, quand je vais faire du sport, etc. Parce que, en fait, je faisais du ski nautique avec mon bracelet vert. oui, Je me suis pris une grosse gamelle. oui. Et là, en me remettant à flot, je sens la montre qui part de mon poignet. En plus, j'étais dans un lac relativement sombre. J'ai gros coup de chance en jetant ma main sous mon autre poignet. J'ai réussi à la récupérer, mais la boucle déployante avait lâché. Ouh, Et ouais, donc là, je me suis dit, bon, ouais, petite frayeur, ouais. on va arrêter de faire confiance à cette boucle déployante qui m'avait déjà fait défaut une fois en plus euh, par elle-même en fait. Je pense que la pompe est peut-être un peu petite. Faut que je regarde en détail, Ouais, d'accord. voilà, leur système de strap est super, mais la boucle déployante, Ouais. Tu l'as, j'ai tu l'as fait quelques doutes, faire, donc j'ai ouais. fait faire ça. Tu l'as fait faire où ton bracelet sur mesure, Pierre? Je l'ai fait faire via quelqu'un. En fait, je fréquente un forum qui s'appelle What You Seek, forum anglophone, et il y a quelqu'un en Europe qui fait des bracelets sur mesure pour Richard Mille, Patek et Lynn de Verdelin, parce que lui-même a une Speedolite. Ouais, Et du coup, on s'est mis d'accord sur un design. Ce qui est intéressant, bah, d'ailleurs, je l'ai monté là-dessus, mais ce qui est intéressant et qu'on voit peut-être pas sur la photo, c'est que cette personne a travaillé aussi avec quelqu'un sur les boucles en fait du velcro. Et là, il a fait une boucle en carbone, donc ouais. qui match tout à fait le boîtier et avec un insert carbone rouge, Sympa, donc qui match le sympa, boîtier. Donc je trouve ça super sympa. sympa. Tu nous Et mettras ça en commentaire pour pouvoir partager les coordonnées de ce façonnier sur les bracelets? ouais, tout à fait. Son Instagram, je crois que c'est Wicentex official. Ok. Bon, bah à ce moment-là, tu me le recommuniqueras et je le mettrai également en Ouais. description de la vidéo. Écoute, merci beaucoup pour ce beau voyage dans la R&D, les matériaux, l'innovation, hein. Vous l'avez compris, les amis, c'est que ça va être très très dur de voter pour sa montre préférée parce que entre la chrono suisse émaillée, guillochée, très très classique, etc., et puis une bête de performance et de design extrêmement original également avec la ligne 2 Verdelin, c'est pas facile, mais alors pour le coup, comment va-t-on faire avec la troisième montre dont tu vas nous parler, mon cher Pierre, une Panerai Luminor submersible, c'est ça? Tout à fait. Alors, c'est une submersible en plus qui a la couronne à gauche. Aïe, 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 Donc, aïe, 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 aïe. Tu roules du mauvais côté de la route, alors que se passe-t-il? ouais, en fait, bah, tu parlais de voyage et c'est exactement ce que je recherchais. Je cherchais une montre qui me fasse voyager quand je la regarde. Et c'est vrai que c'est une montre très particulière puisque c'est une montre qui se veut une référence à un modèle historique, mais en fait, il n'y a jamais eu de submersible Panerai dans les années 40-50, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est une montre qui a des index qui sont faussement patinés, alors qu'elle est très récente, elle date de 2014. Donc, en fait, on est véritablement, puisque tu parles de voyage, je vais continuer sur ton allégorie, on est un peu comme dans un roman de Marguerite Yourcenar, où on est très ancré dans le réel, Ouais. mais avec cette fantaisie et ces libertés qu'on peut prendre pour se faire plaisir et pour nous envoyer un peu dans un monde merveilleux. Voilà. Là, on a un modèle en 47 mm
Ouais, En plus, on est 47 millimètres hors couronne, hein. Donc avec la couronne à gauche, on a presque on a presque, allez, 6-7 millimètres de plus, hein. tout à fait. Donc en fait, 47 mm, 47 mm, c'est la taille du coussin, en fait, la forme un petit peu étrange. La lunette fait 46,8, j'ai mesuré au pied à coulisse, hein. Et on a un cadran, par contre, qui fait 33 mm. Donc un cadran relativement faible, plutôt je dirais une couronne assez épaisse, une Mm, couronne, pardon, mm, mm. une lunette assez épaisse. Couronne côté gauche, et je la porte sur mon poignet gauche. C'est super agréable en fait. Ça me permet d'avoir un confort au porté optimal, je trouve. Euh, et en même temps, on a une bête qui paraît donc très imposante, avec 17 mm en plus d'épaisseur, mais 12 mm d'épaisseur au bout. En fait, l'épaisseur, c'est un format convexe, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ce qui fait qu'on a une montre qui ne paraît vraiment pas épaisse au poignet, qui se glisse sous les chemises, parce que ça fait comme une rampe en fait sur laquelle la chemise peut glisser. Mm. Ça veut dire qu'elle Super est, agréable. ouais, elle est plus fine au final qu'une Luminor, on va dire, classique, qui me semble n'a pas justement cette forme convexe en termes de boîtier. Alors le Je me boîtier trompe? Betarini, c'est le boîtier des Luminor qui sont pas classés 1950. Si je dis pas de bêtises, il se trouve autour de 13,1 mm, donc on est ouais juste on est autour Ouais, ouais, de la mais, même limite, sauf ouais, que mais ouais par c'est contre, plus une boîte. ouais, la lunette est beaucoup plus haute sur une Luminor de mémoire. Là, tu as une lunette, Alors t'as une lunette qui est assez plate visuellement. ouais, c'est vrai. Et en fait, il n'y a pas de verre saphir bombé. Mm. Le verre saphir est relativement plat aussi Ouais. sur ce modèle. Il est très très légèrement bombé. Donc ça atténue aussi, je pense, l'effet visuel. Mm. Après, c'est vraiment une question d'effet, hein, parce que Ouais, 1 bien sûr. mm au poignet, Ouais, bien enfin à sûr. l'œil, on ne le verrait pas Tu m'as forcément. envoyé, Pierre, une photo où on voit une Rolex GMT Master 2 Batman Ah. et qui est microscopique à côté, hein. Ouais, alors en fait c'est intéressant, je trouvais que c'est intéressant de comparer un petit peu les deux, non pas en tant que moi ce que je préfère, mais vraiment en tant qu'objet, puisque c'est vrai que j'ai réussi à récupérer cette montre un mercredi matin, et le vendredi je récupérais la Rolex GMT Master 2 Ouais, Batman. Enfin Batgirl, puisque c'est le bracelet jubilé. ouais. Et en fait je me suis dit, alors on a deux montres complètement différentes, par deux marques complètement différentes qui n'ont pas les mêmes objectifs, mais si on prend les choses avec un recul différent d'une personne qui ne connaît pas grand-chose à l'horlogerie, on a quand même deux montres qui sont à un prix marché, pour le coup, pas prix marché, pardon, prix manufacture très similaire, puisqu'on est à 10 200, si je dis pas de bêtises, sur la Panerai et 9 700 sur la GMT Master 2 hors taxe. Donc on est vraiment dans des gammes de prix très similaires. Est-ce que c'est intéressant de comparer les deux? Je me suis dit, Ouais. bah voilà, objectivement, comment on compare l'une à l'autre et est-ce qu'elles se valent en fait en termes de valeur? Parce qu'il y en a une qui perd de la valeur et une qui gagne de la valeur. Bah oui. Et, et en fait, la GMT Master 2, il y a pas grand-chose à en dire, elle est irréprochable, elle est vraiment très bien faite. Je l'ai observée à la loupe, j'ai pas vu de défaut net. On critique souvent les services qualité Rolex parce qu'on voit le micro défaut ici ou là. La mienne n'en avait pas en l'occurrence. Alors, Elle était très belle, très brillante par contre, ouais. à la fois par le bracelet jubilé et par la lunette céramique. Là où justement cette Luminor fait très brut, on a l'impression que c'est véritablement un objet qui est sorti d'un roman de Jules Verne et qu'on a essayé de remettre au goût du jour. Et moi, c'est ce qui me fascine en l'occurrence, c'est pour ça que je l'ai Bah choisi. oui, oui, oui. Là où la... Ouais, tu nous as envoyé une photo où Ouais, on la voit a priori posée sur des chaussures de randonnée ouais, avec un bracelet bah, qui est pas d'origine, mais qui lui va extrêmement bien. On a l'impression que la maille du tissu est le parfait reflet alors, ouais, je sais pas si on peut pas parler de guillochage, mais en tout cas du travail, du gaufret du cadran. Comment il s'appelle ce cadran, Pierre? tout à fait. Alors, c'est un cadran, ils appellent ça clou de Paris chez Panerai. C'est plutôt un clou de Paris inversé et moi Bah, je l'appelle plutôt un cadran ouais, gaufré, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Le clou de Paris,
Là, il est concave, ton Clos de Paris, donc Exactement. ouais, il a un petit problème. Bon, d'un autre côté, on Ouais, va pas ouais. leur en vouloir. Il y a une texture elle est en titane, c'est ça, hein? Tout à Ouais, fait, elle est en ouais, titane. ouais. Donc il y a le Et côté un petit peu gris, qui brille peu, qui je trouve lui va très très bien. Le même modèle en acier, il faut vraiment l'avoir en acier, euh, voilà, biillé ou brossé pour que ça brille moins. Là, ça lui va très très bien, hein. ouais, je trouve en effet que ça lui va très bien et que ça donne vraiment ce côté explorateur. Bah, Panerai submersible, notamment, c'est la montre de Mike Horn. Ouais, Et je trouve qu'un modèle comme ça, un peu plus, je dirais un peu moins brillant, ça irait très bien sur un Mike Horn. Et bon, alors c'est une édition limitée, c'est une édition un peu particulière avec la couronne à gauche qui n'est pas faite pour le grand public, je dirais. Euh, mais je ouais, pense qu'ils auraient beaucoup de succès avec ouais, ce ouais. genre de modèle pour une collection normale, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un vaste sujet, hein, parce que qu'est-ce que Oui, c'est porte vrai. réellement Mike Horn? On le sait pas vraiment, et quand il en parle, quand il en porte, il porte ce que lui demande la marque. C'est pas une critique que je donne là, mais à un moment ou un autre, il y a quand même une grande différence entre quel partenariat, tu parlais de l'Everest tout à l'heure, quel partenariat avait l'équipe de Edmond Hillary à l'époque. Ils en avaient un avec Rolex, ils en avaient un avec Smith. Et il y avait Ouais, c'est vrai. une obligation vitale d'avoir une montre qui résiste au froid et qui soit fiable. Aujourd'hui, je pense que Mike Horn et tout autre aventurier, c'est pas la première chose dont il a besoin, d'avoir une montre mécanique aussi jouissive, belle, bien faite, bien fabriquée, désirable soit-elle, hein. Certes, après, alors, bon, je suis quand même relativement partisan du fait qu'on peut avoir une montre mécanique aujourd'hui dont le but ce soit de donner de l'heure avec une certaine précision et que justement l'objectif d'une montre mécanique aujourd'hui n'est pas complètement désuet. Parce que c'est tout bête, mais on parle de Mike Horn, on peut continuer là-dessus, quand il fait des expéditions très longues, qui se retrouvent dans des conditions relativement isolées, ben, s'il a une Apple Watch, le pauvre, comment il fait pour la recharger? Oui, oui, Qu'est-ce non qui mais se passe si la pile prend l'eau? oui, Enfin, là-dessus, bon, non, là-dessus je te rejoins, mais tu fais un comparatif qui t'arrange. c'est vrai, tout Voilà, à fait. c'est-à-dire que face à une Shunto ou une Garmin ou une Casio G-Shock, il n'y a pas de discussion, quoi. Mais ça enlève rien au rêve, ça enlève rien à la projection individuelle qu'on peut se faire. Finalement, on a démarré avec tous les deux avec un modèle ultra classique avec la chrono suisse, mais on comprend. Tu parlais de trail, tu parlais de ski nautique, tu parlais d'Everest. Il y a aussi un aventurier à l'intérieur de Pierre, et c'est normal que qu'une montre d'un super storyteller, parce que Mike Horn, c'est pas simplement qu'un aventurier. Tout à C'est fait, un ouais. type qui s'engage pour la planète, qui veut faire bouger les choses, moi je ne le connais pas personnellement, mais il suffit d'écouter ses interviews pour être absolument capté, il est captivant ce Mike Horn. Mais justement, c'est le moment de passer à la deuxième partie de ce battle avec un collectionneur. C'est maintenant, si on regarde et on prend un petit peu de recul sur tes trois montres, Ouais. moi, ce que j'aimerais qu'on échange avec tous les abonnés, hein, et dans les commentaires après, c'est comment tu expliques ce que je trouve extraordinaire, parce que c'est pas commun, une telle diversité dans ta collection. Parce que tu vois, on a bien vu que Alors, ouais. tu as une bad girl. Alors je me souviens plus quand on a préparé cette émission si on l'a enlevé des trois, enfin bref, etc. Mais je pense que le sujet, c'est d'essayer de partager que on peut avoir du 40, 44, 47, du 34, du 36, de l'extra plat, du classique, du bestial, et que tout ça, ça nourrit la même passion. Ouais, alors bon, je m'y attendais à cette question, hein. Mais donc c'est vrai que la Batgirl en l'occurrence n'est plus dans la collection, Ah, Euh, mais j'ai une 35 mm dans la collection.
Et pourquoi Pourtant, je me vois elle pas est sortie de la collection, la Bad Girl? parce que, alors, je me vois pas du tout comme un collectionneur. Moi, je me vois comme quelqu'un qui porte des montres. D'accord. Et avoir une montre qui reste dans sa boîte, je trouve ça dommage. D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut pas se leurrer, ce serait dommage de garder une bad girl alors qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent. C'est relativement simple de s'en séparer. Euh, je vais pas la laisser dans sa Ouais. boîte Donc, pour qu'elle prenne la moralité, tu poussière. la portais pas. Ouais, exactement. J'ai eu une petite frayeur quand ma femme l'a essayé et l'a trouvée absolument fantastique et m'a presque demandé de la garder, mais elle était trop grosse pour elle. Mais non, je la portais pas. Ensuite, dans ma collection, il y a en fait chaque montre caractérise un petit peu ce que je recherche dans l'horlogerie et ce qui me passionne dans l'horlogerie. C'est comme ça que je le présenterai, je dirais, puisque elles sont très différentes, mais en fait, j'aime pas l'horlogerie pour les mêmes raisons. J'ai plein de raisons différentes qui font que je trouve que c'est un art fascinant et qu'il y a plein de choses intéressantes, en fait. D'un côté, il y a, avec la chrono suisse, tout l'art et vraiment le savoir-faire très précis de ces artisans qui, pour moi, est un petit peu l'essence originelle de l'horlogerie, à la création de l'horlogerie où on a véritablement cherché à en faire quelque chose qui ne soit pas forcément un objet de tous les jours. Ouais. Quand Abraham Louis Breguet ou John Arnold il faisaient des montres, c'était pas pour, euh, c'était pas pour tout un chacun. C'était avec un objectif, soit de précision comme John Arnold pour les chronographes de marine, Ouais. soit comme Breguet pour justement une montre un peu d'apparat. Je doute que la montre qu'il préparait pour Marie-Antoinette lui aurait véritablement servi pour toutes ces complications. Il y avait à la fois le challenge technique, mais c'était aussi montrer qu'on est capable de faire des choses avec des arts horlogers, etc. Et donc ça, je trouve que la chrono suisse, elle le traduit relativement bien avec à la fois un mouvement qui est intéressant, qui est travaillé, un cadran qui est très particulier avec l'art du guillochage, l'art de l'émaillage, qui sont véritablement des arts propres à l'horlogerie et à la joaillerie. Tout à fait. Ensuite, on a la ligne de Verdelin qui, elle, Attends, représente un... excuse-moi. Ouais, Ça veut dire que vraiment sur cette chrono suisse, tu as la dimension artisanale, on en a parlé, tu as rajouté avec Breguet, Marie-Antoinette, et qu'on a encore dans la collection aujourd'hui, Reine de Naples. ouais. Un petit peu plus tard, il y a un volet historique qui m'a l'air important aussi dans ta démarche. Oui, alors oui, mais je trouve que justement cette montre, elle caractérise un peu la somme de toutes les histoires horlogères de différentes marques qui se retrouvent un petit peu d'une... Alors c'est un peu présomptueux de dire ça, parce qu'il n'y a pas un modèle qui représente toute l'histoire de l'horlogerie. Il y en a plein et il y a beaucoup de choses. Typiquement la Breguet Tradition, qui était un des modèles que je considérais aussi justement au moment de mon achat, Ouais, euh, était véritablement je dirais le parangon de cet héritage horloger. Cela dit, et c'est intéressant, je pense, du coup, je vais prendre 2 minutes pour expliquer un peu mon processus décisionnel quand j'ai choisi Chrono Suisse. ouais. Je vais te parler d'une montre que tu as probablement jamais entendu parler. C'est une Chopard de la collection Luke XP Urushi, dont les cadrans Urushi sont faits par un artiste japonais qui s'appelle Eiando euh, Masahiro, si je dis pas de bêtises. À Ouais. vérifier, j'ai peut-être dit une grosse bêtise. Bref. Et en fait, dans ce mouvement, il y a à la fois au côté recto, donc un cadran incroyable fait par un artisan qui n'avait au départ rien à voir avec l'horlogerie, hein, puisque la technique de l'urushi, du maki et japonais, c'est véritablement un art très particulier, mais qui n'est pas nécessairement lié à l'horlogerie. Ouais. Et au verso, un calibre de Chopard, qui est l'héritier un peu du calibre qu'on trouve dans les 1860 du set de Chopard avec le micro-rotor, Oui. qui a véritablement des finitions très typiques du Val-Fleurier. Val-Fleurier qui est encore un peu différent hein, de Genève en termes de finition et de conception de mouvement. Et je trouvais que ce modèle caractérisait aussi ce que je recherchais d'une certaine façon, alors qu'on est sur quelque chose de complètement différent de la Breguet tradition. Parce que, en fait, ce que je recherchais, c'était à la fois quelque chose qui représente plusieurs formes d'art que je trouve fascinants, qui se traduisent par une transmission de savoir-faire générationnel. Je dirais que c'est un peu comme ça que je le caractériserais. Ok. Ça, c'est parfaitement, parfaitement compris, ce qui explique qu'on a des codes
de plusieurs traditions horlogères sur la forme des aiguilles, les chiffres romains. On n'a pas parlé des anses, mais qui Ouais, sont très caractéristiques. Alors là, elles ne sont pas soudées comme sur des briguets, mais ouais, tout à fait. on a le même type de forme. Le guillochage, bien évidemment. L'émail. Ouais, Au 18e, 19e, beaucoup de cadrans étaient en émail blanc. Hein, les cadraniers faisaient un énorme boulot dans ce domaine. Donc ça, c'est ce que tu as recherché dans cette chrono suisse. Qu'est-ce que tu as recherché si tu devais synthétiser? Qu'est-ce que la ligne de Verdelin fait dans ta collection? Parce que les amis, il va falloir voter derrière pour votre modèle préféré, comme moi, je vais devoir voter pour mon préféré parmi les trois. la ligne des vers de lin, c'est un peu le modèle sur lequel je me suis probablement le moins, je dirais, sur lequel la recherche a été la plus rapide. C'est véritablement la recherche de technicité Ouais, qui m'a intéressé, mais ensuite c'était un coup de cœur aussi avec justement le code couleur vert, noir et les éclats d'or rose avec ce traitement titanium particulier qui m'ont attiré. Il y a une partie, c'est vrai que ça me fait presque mal de le dire, mais le look m'a quand même beaucoup séduit au moment d'achat où c'était une pièce très, très rigolote, enfin amusante à porter en tout cas, je dirais fun. ouais, Euh, et c'est ce qui me faisait plaisir. On ouais. est dans le sud des États-Unis, il fait chaud quand même une grande partie de l'année. On a beaucoup de soleil et on est souvent au bord de l'eau avec une montre au poignet, même quand on sort du travail ou le week-end Ouais, au bord du lac. je comprends. Et c'est une montre qui va très bien avec mon style de vie, quoi. Ok. Tu as parlé un petit peu, on a un peu parlé de gamme de prix s'agissant de la Panerai submersible, hein, qui était autour des 10 000 euros. Sur la ligne de Verdelin, tu peux partager avec nous en gros la fourchette de prix? Ouais, alors c'est en dollars, hein. Et sur la ligne des verres de lin, alors c'est un peu particulier. Je crois que le prix neuf, c'est 13 000 $, 13 400 $, si je Ouais, dis pas de bêtises. ouais. On se situe entre, mais ça a fluctué en fait au fil des années et des collections. C'est-à-dire que le même modèle a changé de prix deux ou trois fois au cours de D'accord, ces six d'accord, dernières années. d'accord. C'est Ouais. important la précision que tu donnes, puisque tout à l'heure tu as dit 9200, je crois que tu as dit 9200 € hors taxe, mais en fait c'était 9200 $ hors sales tax. Et la sales Ouais, tax, c'est ça. bon, elle est entre 0 et 7-8% aux États-Unis. Donc en fait, il faut enlever 15% à peu près au prix que tu donnes Ouais, voilà. voilà, pour arriver à un prix en euros TTC. Bien évidemment, tous nos amis, tous les abonnés aux États-Unis, s'ils sont en Floride par exemple, s'ils sont au Nevada, après ça dépend des villes, ça dépend des comtés, mais il y a des sales tax qui sont plus attractifs que d'autres. Hein. Si vous voulez payer plein pot, les Tout à amis, fait. vous allez dans le Massachusetts, vous allez dans l'État de New York, vous allez en Californie, là les sales tax sont beaucoup plus élevés. On passe, et pour conclure, Ouais. parce qu'après je vais te poser une question auquel tu ne t'attends pas, mais je te la garde pour la fin. Qu'est-ce que, qu'est-ce que fait cette Panerai dans ta collection? Alors, la Panerai, c'était véritablement l'envie d'avoir une montre pour m'évader. C'est-à-dire que quand je la regarde, je je sais pas, j'ai véritablement ce sentiment d'être ailleurs, d'avoir un objet qui n'a pas véritablement sa place aujourd'hui dans notre époque à mon poignet et je trouve ça fabuleux en fait. Donc, même chose dans le processus décisionnel. Alors, à chaque fois, hein, j'essaie un nombre de montres énorme avant chaque achat. Voilà, pour la chrono suisse, typiquement, j'étais allé spécifiquement à Hong Kong pour essayer d'en trouver une et d'essayer tous les types d'Arnold Son, etc., que je recherchais, que je trouvais nulle part ailleurs. Ouais, Et d'ailleurs, je l'avais jamais trouvé cette chrono suisse, donc je l'ai acheté sans jamais la voir. Mais bref. Sur la Panerai, un petit peu pareil, j'ai fait énormément de recherches, j'ai fait énormément d'essais. Blancpain 50 Fathoms, parce que je voulais justement que ça me transporte dans ce monde marin, mais ça n'a pas cliqué. La fenêtre de date, j'arrivais pas à m'en défaire à 4h30. Je regardais aussi des chronographes d'aviation. Alors, la montre qui m'a quand même fait m'intéresser à l'horlogerie, hein, c'était une IWC Pilot oui, quand j'étais tout petit, quand j'étais adolescent, disons. Et je recherchais aussi un chronographe d'aviation qui soit très réminiscent des années 50, je dirais un peu l'essor, l'âge d'or de l'horlogerie, donc de l'horlogerie enfin, de l'aviation, quoi.
Donc je regardais même des chronographes vintage. Je me suis même retrouvé à regarder des breaking vintage, etc. Et finalement, un jour, un peu par hasard, alors que je connaissais, je pense, à peu près par cœur le catalogue de Panerai, je tombe sur cette référence que dont je n'avais jamais entendu parler. Ouais. Et puis le jour même, j'ai contacté le vendeur et je l'ai acheté, quoi. Ouais, ça a été un peu le coup de foudre, quoi. Tout à fait, parce que en la regardant, je me suis tout de suite senti transporté en me disant, ah mais c'est pas possible, cette montre, elle n'existe pas, c'est un montage, on dirait vraiment un objet sorti d'un Ouais. livre de Jules Mm. Verne, Mm. 20 milieux sous les Ouais. mers, et du coup, il fallait que je l'aie, quoi. Avant que je te pose ma dernière question, est-ce que tu me permets de synthétiser ces trois montres? C'est-à-dire que j'ai le sentiment que d'un côté, avec cette chrono suisse, c'est tout ce que tu aimes regarder dans le passé, dans la construction de l'histoire horlogère. Ta ligne 2 Verdelin, c'est en fait ta montre d'aujourd'hui qui te caractérise. Et ta Panerai, c'est un peu celle qui te fait finalement, qui te transporte et qui te fait voyager, mais dans l'aventure que tu pourrais vivre demain. Tu vois, donc t'en as une pour, Ouais, c'est vrai. je regarde devant, je regarde dans le rétroviseur, et l'autre, je regarde à mon poignet. Alors, les abonnés, sachez qu'il est très fort, parce que j'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est une analyse relativement fine. Et tu sais que petite montre entre amis, je veux dire, c'est la descendance du divan d'Henri Chapier, hein, donc forcément, j'essaye de faire preuve de psychologie. Et d'ailleurs, les amis, je vais me auto-congratuler avec un coup de trompette. Alors, maintenant, les amis, il faut que chacun vote pour sa montre préférée, et vous allez voir, ça va être très très dur pour Pierre, puisque Pierre, il nous reste que quelques minutes. Si tu ne devais n'en garder qu'une, et donc nous dire laquelle des trois est ta préférée, laquelle ce serait? Alors, c'est évidemment très difficile, mais en fait, le choix se porterait sur la ligne de Verdelin pour la simple et bonne raison que c'est la plus confortable et celle que je porte le plus facilement, comme tu le dis, aujourd'hui. Tu me poses la question demain, enfin quand je dis demain, c'est une métaphore, hein, mais à un autre moment, une autre période de ma vie, ce sera peut-être une différente réponse. Bien sûr. Par exemple, ma chrono suisse que je me suis offert après mes fiançailles avec ma femme, et sur laquelle je suis en train de faire un travail très particulier d'ailleurs sur le mouvement. On n'en a pas évoqué, on n'a pas évoqué, mais je suis en train de refaire en fait entièrement le mouvement avec une artiste qui est basée en Suisse, qui travaille avec Chrono Suisse, qui s'appelle Marion Muller. Il y a un attachement forcément émotionnel qui est tout à fait différent. Et quand je vais la recevoir avec ce mouvement qui sera entièrement refait, ce sera encore plus extraordinaire. Et peut-être qu'à ce moment-là, le jour de mon mariage, je te Ben dirais, c'est ma oui, Chrono Suisse. ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est Voilà. bien évidemment quelque chose que je te souhaite, parce que l'intérêt justement de l'horlogerie, en tout cas c'est mon sentiment, et c'est presque celui finalement que j'essaye de véhiculer, c'est que euh, tu faisais le distinguo entre le collectionneur qui éventuellement ne porte pas ses montres et celui qui les porte. Euh, Moi, je pense qu'une collection, ça commence à deux montres. Tout ça, c'est une affaire de dynamique. Et la dynamique, eh ben, comme toute chose, on avance. Parfois, on avance, mais en fait, on doit reculer pour avancer. Et donc, on a parfois des montres qu'on adore, et puis quelques années après, on les déteste. On se demande même comment on a pu les porter. Et puis après, on les aime à nouveau. Et c'est ça la beauté du voyage horloger. Les amis, Ouais. on s'est absolument éclaté, un champ lexical extrêmement précis, des vraies raisons, des vraies motivations d'achat de ces montres, avec deux marques à minima très improbables, peu connues, qui gagnent à être connues. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est facile, c'est-à-dire que tu nous as expliqué en toute transparence que finalement, il se passait rien avec ta GMT Master 2. Loin de moi, et vous le savez, et tu le sais, que je peux être incisif avec les Rolex fans, etc. Mais tout l'intérêt de l'horlogerie, c'est les dizaines de milliers, et depuis ne serait-ce que les 30 dernières années, il y a au moins 100 000 références de montres. Et en fait, il faut donner de la visibilité à toutes ces marques et à toutes ces initiatives, parce que au final, certes, c'est important d'avoir l'heure à son poignet, c'est vital parfois quand toute l'électronique nous lâche, etc., et qu'on est Mike Horn,
Mais pour les humbles collectionneurs ou les humbles amateurs comme nous, on voit bien que ce qui nous transporte, c'est autre chose que simplement la puissance marketing d'une marque, aussi jouissive et intéressante soit-elle, mais c'est l'histoire, l'artisanat, la poésie, l'ambition, l'émotion personnelle. Hein. Et si je peux me permettre juste de rajouter là-dessus, je pense que c'est intéressant de comparer des modèles indépendamment des autres et du reste de la collection ou du nom de la marque, en fait. Je trouve que c'est vraiment fascinant de voir que, bah voilà, typiquement chez Chrono Suisse, c'est des modèles qui m'intéressent pas du tout. Et à côté de ça, chez Rolex, c'est des modèles qui m'intéressent beaucoup. En fait, chaque marque a véritablement des choses à proposer, mais ce qu'il faut voir, c'est véritablement le modèle indépendamment du reste pour ses qualités intrinsèques. Et je trouve ça relativement intéressant dans un monde aussi développé que l'horlogerie. Aujourd'hui, on a énormément d'indépendants qui proposent des choses fantastiques. On a des marques qui essaient aussi de s'investir pour l'environnement. Tu en parlais tout à l'heure. L'Indever de l'Inde, tout bêtement aussi, qui propose des choses pour essayer justement qu'on arrête d'être dans un système où on consomme et on jette. Et je trouve que c'est intéressant de prendre en compte un peu tous ces différents facteurs quand on choisit une pièce, puisque finalement, voilà, aujourd'hui, qu'on porte une Rolex GMT Master 2 ou une Swatch ou une G-Shock au poignet, en fait, ça n'importe qu'à nous. La personne qu'on croise dans la rue, elle va s'en moquer de ce qu'on porte. Et qu'on s'appelle Jeff Bezos ou Pierre, on peut porter ce qu'on veut, en fait. Ça ne concerne que nous et c'est nous qui trouvons la valeur là-dedans. Eh ben, c'est tout, tu corresponds exactement. Je te remercie Pierre pour ces mots pleins de pragmatisme et de sérénité. C'est toute l'idée de la chaîne. Voilà, la seule chose que l'on sait de Pierre, c'est quoi? C'est qu'il a trois belles montres originales, qu'il est français, qu'il habite dans le sud des États-Unis et il nous parle de sa passion avec ses mots. Si ce qu'il vous a raconté vous a parlé, vous a fait vous intéresser à ces marques, eh bien allez voir sur leur site pour les soutenir si vous êtes intéressé. Et c'est comme ça qu'on fera vivre l'aventure horlogère. Les amis, je vous remercie. Pierre, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Si vous voulez Allez. participer, www.dailyshoes.fr comme Pierre, où vous soyez dans le monde, vous pouvez passer sur la chaîne, que ce soit avec Duel Time ou Battle avec un collectionneur. Allez, à ciao ciao, bye bye.